BFM Business, BFM Crypto, le club. C'est une séance à nouveau, une journée à nouveau compliquée sur l'univers crypto. Les cours d'un certain nombre de cryptos, les principales d'entre elles sont en train à nouveau de reculer fortement. D'où cette nécessité, jour après jour, de vous accompagner dans cet univers encore extrêmement volatile. Grégory Raymond vient de nous rejoindre, l'un de nos consultants pour ce club BFM Crypto. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Cofondateur, rédacteur en chef de The Big Whale, le nouveau média crypto. Fergan Aziari également va nous rejoindre dans un instant pour l'Académie libre des sciences humaines. Et puis, il est d'ores et déjà en ligne avec nous, Joris Zana. Bonjour Joris. Bonjour Analyste marché pour dailyfx.com. On est ravis aussi, Joris, de vous retrouver, même si on aurait aimé se retrouver dans des conditions plus favorables. Bitcoin passe non seulement sous les 25 000, mais carrément sous les 24 000. On est à 23 500 $ quasiment en ce moment sur le Bitcoin. On est plus bas encore qu'à la fin du tout dernier crack il y a quelques semaines. Quelle perspective voyez-vous désormais sur le Bitcoin d'un point de vue technique? Quel horizon attend les investisseurs d'après vous? Alors déjà, on a vraiment une grosse dégradation sur les unités de temps importantes, sur les tendances mensuelles. On assiste là vraiment à un bain de sang, on a un nouveau vent de panique sur l'ensemble des marchés, que ce soit les marchés traditionnels, les marchés crypto. Les investisseurs qui continuent quand même de déserter le secteur des crypto-monnaies face aux incertitudes majeures du moment, notamment sur l'inflation, la remontée des taux d'intérêt et aussi les nouveaux scandales. On avait déjà été fragilisé avec Terra Luna. Là, aujourd'hui, c'est Celsius Network, la plateforme de prêt de crypto-monnaies, qui a annoncé justement le gel des retraits en raison de conditions de marché extrêmes. Donc, encore une fois, on ajoute de la lourdeur à ce marché. C'est une décision qui a contribué à aggraver les tensions sur le secteur. Et parallèlement à ça, on est toujours dans un contexte de resserrement monétaire, avec justement la Fed qui devait dans un premier temps logiquement annoncer une hausse d'un demi-point de base lors de sa prochaine réunion, et aujourd'hui avec les chiffres plus élevés de l'inflation en mai, eh bien, les opérateurs craignent de l'avoir opté pour une hausse de 75 points de base. Étant donné qu'on a des marchés crypto très corrélés avec les marchés traditionnels, notamment avec le Nasdaq, le véritable risque pour les cryptos, effectivement, ce serait de nouveau avoir une accélération à la baisse sur le Nasdaq, et ça pourrait tirer une nouvelle fois le secteur vers le bas. Donc ça, c'est le côté macro-fonda sur les cryptos. Maintenant, d'un point de vue technique, effectivement, sur le BTC, on préservait le fameux support des 30 000 $. On espérait que ça tienne, voir un range de long terme de consolidation se matérialiser. Finalement, la pression baissière s'est intensifiée, je trouve, au cours des dernières séances. Ça a commencé vendredi, puis tout au long du week-end. Là, on se dirige vers les 22 000 $. Donc, il y a deux niveaux clés à surveiller pour moi. Certains regardent énormément la moyenne mobile 200 périodes hebdomadaires, qui se situe actuellement aux alentours des 22 370 $. Donc, pour moi, ça va être un premier niveau pour surveiller une réaction positive du marché. Et si on est amené à faire un peu de l'excès baissier, dans ce cas-là, il faudra surveiller, je dirais, les anciens plus hauts historiques aux alentours des 19 000, 20 000 $. Après, vraiment, pour parler de reprise haussière et pour que le marché puisse véritablement reprendre de la hauteur, il va falloir un retour des acheteurs, car là, actuellement, le marché est lourd, ça manque de conviction, et donc il va vraiment falloir qu'on parvienne de nouveau à se hisser au-dessus des 30 000 $ pour parler de reprise haussière, car dans le contexte actuel, je trouve vraiment que la configuration technique se dégrade et les vendeurs sont en train d'enfoncer le clou. Et on rappellera à tous ceux qui nous suivent, on le dit à chaque fois, mais il faut qu'on le dise, qu'il ne faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre sur les cryptoactifs, très très spéculatifs. L'Ether, quel potentiel sur l'Ether? Lui, sous les 1300, on est à 1211 $ en ce moment sur l'Ether. Alors effectivement, sur l'Ether, je trouve que la situation est encore plus critique dans le sens où on est venu justement casser les anciens plus hauts historiques atteints en 2018 aux alentours des 1400. Donc là, en plus, sur l'Ether, on attaque aujourd'hui la 11e semaine consécutive de baisse. On sent vraiment que le marché est très lourd, que l'ambiance est morose, que les acheteurs sont totalement absents. Pareil que sur le BTC, on est pile poil en train de travailler la moyenne mobile 200 périodes. Donc logiquement, sur des unités de temps assez longues, c'est une composante qui est assez pertinente, qui peut permettre un rebond du marché. Et là, on va plus parler d'un rebond technique, étant donné que, bien évidemment, les catalyseurs haussiers manquent à l'appel. Maintenant,
si le niveau qu'on travaille actuellement est amené à céder sous la pression vendeuse, eh bien, je pense qu'il faudra attendre le support psychologique, à savoir les $1000 pour tenter justement de mettre ce niveau de support à profit pour les prochains jours, prochaines semaines. Merci beaucoup, Joris, de nous avoir accompagnés, même si vous n'aurez peut-être pas aidé à relever le moral des investisseurs, ceux qui nous écoutent. Mais il faut d'abord être réaliste quand on investit. Et surtout, bien sûr, se rappeler qu'investir en crypto, c'est d'abord de l'ultra diversification. Merci de nous avoir accompagnés depuis vos bureaux de dailyfx.com. Journée brûlante, on le voit, sur ce marché crypto. Aujourd'hui, c'est la société Celsius qui, Grégory, fait monter, en l'occurrence, la température et trembler sur tout le secteur crypto. Que se passe-t-il autour de Celsius? Alors, Celsius, c'est la société principale qui permet d'offrir du rendement à ces cryptos qui dorment. Par exemple, si vous avez des bitcoins et que vous voulez les faire travailler, vous les donnez à Celsius qui va vous offrir un rendement de 5, 6, 7% par an. Le fait aussi avec les stablecoins, bref, avec un peu toutes les cryptos. Et on a appris ce matin, enfin plutôt dans la nuit, que la société empêchait toutes les opérations des utilisateurs sur sa plateforme. Ça veut dire surtout qu'on ne peut plus retirer ses cryptos. Et c'est ballot. C'est un peu dommage. Ballot. Et en fait, on retrouve un peu ce genre de phénomène dans la finance traditionnelle. Tout simplement, quand une banque a peur que tous les épargnants retirent leurs sous d'un coup, on appelle ça un bank run, on ferme le guichet et c'est ce qui s'est passé. Et Celsius, c'est une boîte qui est quand même très très importante. C'est 1,7 million d'utilisateurs à travers le monde. Et début mai, c'était jusqu'à 12 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est vraiment un poids lourd de la crypto. C'est la plateforme, ou c'était, je sais pas, la plateforme centralisée de référence pour placer ces cryptos. Celsius, donc, gèle toutes les opérations sur sa plateforme. Quelles sont et quelles seront les conséquences, les risques pour les clients? Les risques pour les clients et de nombreux Français d'ailleurs et de nombreux intermédiaires d'entreprises françaises qui font appel à Celsius. Le risque tout simplement c'est que Celsius se déclare insolvable et qu'en fait que toutes les économies placées chez Celsius partent en fumée. On se rend compte en regardant dans les conditions d'utilisation de Celsius par exemple que si l'entreprise se retrouve en faillite, eh bien on peut vous ponctionner absolument tout ce que vous avez chez eux pour que l'entreprise paye ses premiers sous-traitants, ses premiers créanciers. Ce matin, Nexo, qui est un concurrent, a déposé une offre de rachat. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, ça aiguise l'appétit de concurrents. Oui, et alors pour le coup, contrairement à la finance traditionnelle, il n'y a pas de filet de sécurité. Non, aucun. Vous n'aurez pas de banquier central pour venir vous repêcher Pas du tout. Ouais. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans la panade à ce point? Pourquoi est-ce qu'ils annoncent comme ça cet arrêt des opérations sur leur plateforme? Alors comme on le disait, il y a un risque d'insolvabilité. Et c'est lié tout simplement à ce dont on parle depuis maintenant un gros mois, c'est le crash de l'UST, ce stablecoin dollar qui devait valoir $1 et qui ne vaut plus rien aujourd'hui. Donc beaucoup de sociétés qui utilisaient ce stablecoin pour procurer du rendement, dont Celsius, sont aujourd'hui dans la panade. Et il y a une nouvelle pression qui a été mise par-dessus ces entreprises-là, c'est que un token qu'elles utilisent donc pour encore faire fructifier leur crypto, le STETH, qui est lié à l'Ether, mais qui est une représentation numérique de ce qu'on place dans Ethereum 2, donc la future version d'Ethereum, a commencé à perdre son peg face à l'Ether, donc un peu ce qui se passe par rapport au stablecoin algorithmique. Le problème, c'est que Celsius utiliser ce token-là en effet de levier dans d'autres protocoles de finance décentralisés. Et en fait, Celsius risque de se faire liquider sur d'énormes parties en fait de ses actifs sous gestion. Et on a appris aussi ce matin, c'est pas encore confirmé, mais que Celsius aurait envoyé à peu près 10 000 bitcoins et 100 000 Ethers à FTX, qui est une plateforme d'échange. Donc en fait, ça veut dire qu'ils sont à la recherche de cash. À la recherche de liquidité. Donc c'est assez préoccupant. C'est assez préoccupant dans la mesure où c'est un domino supplémentaire qui est en train de tomber avant peut-être d'autres dominos. On imagine que d'autres plateformes pourraient se trouver dans les mêmes difficultés d'après vous. Exactement. Dès le crash de l'UST le mois dernier, Celsius, on s'est posé beaucoup de questions par rapport à cette entreprise. Là, maintenant, c'est arrivé. Mais le problème, c'est que énormément d'entreprises utilisé les services de Celsius. On ne sait pas exactement lesquelles, mais probablement toutes. Donc celles qui disons, ont pris le risque pour elles avec le crash de l'UST et qui se sont dit le pire est derrière nous, on va rester chez Celsius. Celles-ci là aujourd'hui, si leurs clients demandent de retirer les cryptos,
ces entreprises-là vont aller chez Celsius en disant bonjour, on voudrait récupérer les cryptos. Non, en fait, ils vont trouver porte close et ça peut créer un effet domino. On est presque face à un Lehman Brothers de la crypto avec des actifs toxiques, des créances toxiques. Un peu partout. Exactement. Titrisés, oui. Exactement. Donc oui, ça pose un énorme problème et il peut y avoir un effet domino, comme vous le dites. Oui. Des cadavres dans tous les placards, en quelque sorte. Exactement. Fergan vient de nous rejoindre. Fergan Aziari, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. On parlera du potentiel du Bitcoin dans un instant, mais qu'est-ce qui arrive là aujourd'hui à cette plateforme Celsius qui fait plus que monter la température en l'occurrence? Qu'est-ce que ça vous inspire? Deux remarques. La première, c'est qu'on voit bien que les plateformes traditionnelles ne sont pas affranchies des vices de la finance dite traditionnelle et que le besoin aussi de faire attention à la politique de ces plateformes, des normes prudentielles qu'elles s'appliquent, de leur politique en matière de réserve, c'est tout aussi important dans le domaine des cryptos que dans le domaine de la banque traditionnelle. Donc de ce point de vue-là, le secteur des cryptoactifs n'échappe pas aux règles de l'économie classique. La deuxième chose que cela m'inspire, c'est que moi, vous savez, quand je parle des cryptoactifs, je fais très attention à distinguer, à séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire que nous avons tendance à mettre dans le mot cryptoactif des actifs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a le Bitcoin qui a des règles de fonctionnement particulières et puis il y a d'autres actifs beaucoup plus douteux. Vous savez que au sein même de la communauté des cryptos, il y a des guerres, des querelles de chapelle entre les Bitcoins maximalistes et les autres, les premiers estimant que finalement le Bitcoin est le seul actif qui vaille quelque chose, tandis que tous les autres actifs sont plus ou moins douteux. Ce qui se passe vient apporter de l'eau à leur moulin, en l'occurrence. Exactement. Moi, c'est quelque chose effectivement sur lequel j'insiste. Attention à ne pas mettre tous les actifs dans le même panier, dans la mesure où, et je pense aussi que c'est une responsabilité des professionnels de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que on parle de régulation et de nécessité de régulation, mais la régulation, elle peut aussi provenir d'une autorégulation des professionnels qui sont, je crois, les premiers à devoir alerter sur le fait que, eh bien non, dans ce marché, il y a des choses remarquables, intéressantes, qui ont du potentiel, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques, c'est-à-dire ces prétendus stablecoins qui ont une politique de réserve en réalité complètement obscure, qui fait qu'on n'est pas certain de pouvoir récupérer sa mise dans la mesure où finalement ces actifs sont parfois administrés par des institutions qui ont les mêmes vices que les banques traditionnelles qui s'appliquent finalement une gestion des normes prudentielles qui sont complètement à côté de la plaque. C'est ça, ça signifie que ces sociétés de l'écosystème crypto qui prétendent apporter des solutions face aux vices du secteur bancaire traditionnel, ces sociétés valent pas mieux. Elles valent pas mieux, voire moins bien d'ailleurs. Peut-être même qu'elles sont pires, parce que les banques sont auditées avec une grande rigueur, pour la plupart, en tout cas en Europe. Et là, on s'aperçoit que Celsius, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Les concurrents de Celsius aussi, en France, il y en a plein aussi. On ne sait pas ce qu'ils font, comment ils procurent du rendement sur les cryptos. Quand on leur pose la question, on leur dit non, on va pas révéler toutes nos formules, toutes nos allocations, parce que c'est un peu notre secret industriel. Ça peut s'entendre, mais pour les épargnants, je pense que c'est très important de savoir quel niveau de risque en fait est dans ces produits. Je pense qu'il y a un vrai besoin d'audit en fait dans ce secteur-là, avec une nécessité de faire de la pédagogie auprès de la clientèle et des consommateurs pour que eux-mêmes, si vous voulez, fassent la sélection entre les acteurs audités qui pourrait faire finalement de cet audit une espèce d'argument marketing. Venez chez nous parce que nous, on est soumis à des régulations, à des normes, à des labels, à l'examen de professionnels qui sont capables de voir ce qu'il y a dans nos coffres et donc montrer qu'on est sérieux. Et ceux qui, en effet, ont une politique beaucoup moins transparente et qui, à mon avis, méritent d'être davantage discriminés sur ce marché. Ceci dit, sur le marché... Allez-y, Grégory. Je voulais aussi quand même rajouter qu'il n'y a pas que des brigands, il y a aussi des entreprises quand même qui proposent ce genre de produits qui sont quand même très honnête. Voilà, il faut juste bien faire son benchmark avant de choisir. Oui, bien savoir séparer le bon grain de l'ivraie, c'est toujours la même chose. Fergan, il y a quand même le feu sur l'ensemble du secteur et on a tendance en ce moment à jeter le bébé avec l'eau du bain. On voit le Bitcoin aussi fortement reculer. Alors bien sûr, il y a la thématique des taux obligataires qui remontent, ça pèse sans doute sur le Bitcoin, mais est-ce que pour dire les choses clairement, les cryptos risquent de sortir cramés de cette période de remontée des taux qu'on est en train de vivre et qui commence à peine ? Alors cramer, je n'irai pas jusque-là. Ce qui est sûr en effet, c'est que le Bitcoin, comme tout autre actif financier, n'est pas complètement indépendant de la conjoncture et des politiques monétaires des banques centrales. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du fait que le Bitcoin constitue un contre-pouvoir aux banques centrales, eh bien, on sous-entend implicitement que la confiance qu'on place dans le Bitcoin, si vous voulez, est proportionnelle aussi à la défiance vis-à-vis des banques centrales. Pendant très longtemps, le Bitcoin, comme beaucoup de cryptoactifs,
ont bénéficié finalement de la défiance vis-à-vis des banques centrales qui faisaient n'importe quoi objectivement, avec des taux d'intérêt bas, voire négatifs, ce qui pénalisait les épargnants et donc qui étaient incités à placer leur épargne dans ces cryptoactifs, avec une politique monétaire inflationniste qui, elle aussi, irriguait justement ce marché des cryptos. Aujourd'hui, alors que les banques centrales sont en train de normaliser leur politique monétaire avec une hausse des taux et donc aussi la perspective de la fin de la politique de rachat d'actifs, et bien finalement, la valeur ajoutée de ces crypto-monnaies faiblit, puisque finalement, on est en voie de normalisation des politiques monétaires. Donc c'est quelque part un phénomène qui est finalement assez logique, même si, encore une fois, il faut bien garder à l'esprit que ces crypto-actifs sont bien là à contre-pouvoir, c'est-à-dire que leur crédibilité dépend directement de ce que font aussi les banquiers centraux, et ça vaut pour toutes sortes d'actifs, à la fois boursiers, mais aussi ces cryptoactifs. Oui, mais là on est au début donc d'une phase de resserrement monétaire. Qu'est-ce qui pourrait laisser penser que la baisse des cryptos finirait par s'interrompre? Il faudrait que la crédibilité des banquiers centraux soit vraiment mise à mal pour que les gens viennent se réfugier sur le Bitcoin par exemple, mais on la voit déjà un peu affectée, cette crédibilité des banquiers centraux, et pourtant le Bitcoin recule encore. Je pense que cette crédibilité est en train justement de remonter aujourd'hui, puisque la normalisation des politiques monétaires finalement redonne aussi de la confiance aux épargnants qui se disent enfin on va cesser d'être spoliés sur nos comptes en banque. Les banques commerciales elles-mêmes respirent et disent maintenant que la Banque centrale effectivement européenne met fin à sa politique de taux d'intérêt très très bas, en tout cas promet de le faire, eh bien le secteur financier traditionnel, centralisé, retrouve quelque part ses lettres de noblesse qui avaient été perdues au cours de cette vaste période de politique monétaire non conventionnelle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la normalisation de la politique monétaire, qui est une bonne chose de mon point de vue, il n'y a pas à la déplorer, elle va nécessairement influencer aussi les concurrents donc de cette finance traditionnelle que sont les cryptoactifs, dont le Bitcoin. Et puis je pense qu'il faut prendre un peu de recul aussi. Raphaël Bloch, qui intervient dans l'émission régulièrement et qui travaille avec moi chez The Big Whale, est parti en Argentine il n'y a pas longtemps. Là-bas, on mesure vraiment l'intérêt du Bitcoin avec le peso qui a complètement dérapé. Donc quand on pense à la façon dont les monnaies se comportent, notamment en Europe, prenons du recul. Oui. Le monde, c'est pas l'Europe. Et il y a énormément de pays qui ont besoin des cryptos. Parce que leurs devises sont plus volatiles que l'euro. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à être trop eurocentré parfois dans nos commentaires sur les cryptoactifs. En Europe, où on a un système monétaire qui est certes imparfait, mais qui tient encore à peu près la route, la valeur ajoutée du Bitcoin est beaucoup moins perceptible que dans les pays avec des systèmes monétaires complètement défaillants, dans les pays en voie de développement, où là, les banques centrales sont complètement corrompues, font n'importe quoi, et où donc le Bitcoin et les cryptoactifs constituent des alternatives beaucoup plus intéressantes. Est-ce que c'est d'ailleurs une bonne nouvelle que de plus en plus de pays intègrent le Bitcoin comme monnaie légale? On a vu la République centrafricaine, le Salvador et peut-être d'autres à suivre. Est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle, Fergan? Alors moi, j'ai un point de vue qui va sans doute détonner avec effectivement ce qui est dit au sein de la communauté crypto. Je vois d'un bon œil, si vous voulez, l'expansion des crypto-monnaies, mais je ne suis pas sûr que toutes les méthodes pour imposer ces monnaies se valent. Il faut bien comprendre ce qu'est aujourd'hui le cours légal. Le cours légal, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une mesure de liberté, c'est pas une mesure de libéralisation, c'est une mesure autoritaire, puisque le cours légal, c'est la mesure par laquelle un État va vous menacer d'amende ou de peine de prison, quelquefois, si vous refusez d'accepter telle ou telle monnaie. Donc je pense qu'il y a une contradiction philosophique quand on se réclame de la liberté monétaire et financière à soutenir l'idée de cours légal, parce que si on croit en la liberté financière, bien on devrait aussi croire en la liberté de refuser tel ou tel actif. Et c'est pas seulement une question de philosophie et de morale, je crois que c'est aussi une question d'efficacité et finalement de qualité du Bitcoin. Qu'est-ce qui fait le génie du Bitcoin? Il y a trois choses selon moi. Il y a la limite des 21 millions d'unités, ça on le sait. Il y a le caractère décentralisé de l'infrastructure informatique et donc son caractère invulnérable à la censure, mais il y a aussi la gouvernance qui fait qu'elle est organisée de telle manière que ceux qui administrent le réseau n'ont pas intérêt à saboter le protocole sous peine de s'appauvrir en raison du fait que cette monnaie deviendrait moins désirable. Mais vous voyez bien que cette règle, elle ne marche vraiment que si on est libre d'accepter ou de refuser la monnaie. Donc je crois qu'il faut, insister sur les vertus d'une libre concurrence totale, puisque de là aussi dépend les incitations à faire fonctionner ce réseau au mieux. Si le Bitcoin dépend exclusivement de la confiance et de la séduction du public, c'est d'autant plus d'incitation à garantir la pérennité de sa gouvernance, alors que si on l'impose de force, ces incitations sont affaiblies. C'est intéressant, c'est un vrai avis contrariant là, que vous portez, que vous proposez à tous ceux qui nous suivent dans ce club BFM Crypto.
il ne faut pas forcément considérer comme une extraordinaire nouvelle le fait que certains pays fassent du Bitcoin leur monnaie légale. D'autant que certains dirigeants en profitent pour surfer dessus et s'acheter à bas prix en fait une popularité mondiale. C'est un peu le cas au Salvador, en Centrafrique. Alors que le système politique de ces pays-là laisse parfois à désirer en matière de liberté fondamentale par ailleurs. Donc s'il faut militer pour une mesure, à mon avis, c'est plutôt pour l'abolition de toute forme de cours légal, précisément pour que personne ne soit obligé d'accepter quoi que ce soit. Ça vaut pour l'euro et pour le dollar. C'est-à-dire que moi je suis pour, par exemple, dire écoutez, en Europe ou aux États-Unis, vous acceptez la monnaie que vous voulez et ensuite le marché fait son travail, sélectionne les bonnes monnaies et évacue les mauvaises. Mais je pense que la force en économie est toujours un signe de faiblesse. C'est-à-dire que dès lors que vous imposez un produit par la coercition, c'est jamais une bonne chose, aussi bien sur le plan de la morale, encore une fois, sur le plan des principes, que sur le plan de l'efficacité, puisque il faut bien comprendre que, par exemple, l'étalon or, ce qu'il a en partie tué, c'est précisément ces mesures de cours légales qui faisaient que parce que vous étiez obligé d'accepter tel ou tel billet de banque, eh bien la banque en question n'était plus incitée à faire attention sur sa politique en matière de réserve. Donc pour le Bitcoin, attention à ne pas faire les mêmes erreurs qui ont été commises parfois avec l'or ou autre chose. Oui, vous prenez la liberté absolue. Est-ce que l'humanité en est capable? Non, mais bien sûr qu'elle en est capable. Chacun peut être libre, mais aura-t-il une responsabilité à la hauteur de la liberté que vous souhaiteriez lui confier? C'est-à-dire que l'humain, les êtres humains, entre eux, ont besoin de liens, de repères communs. Ils ont besoin parfois aussi de hiérarchie. Notre cerveau est souvent fait comme ça. Ça ne veut pas dire que toutes les sociétés dans l'histoire de l'humanité ont fonctionné comme ça, mais quand même, c'est relativement souvent le cas. Est-ce que toute l'humanité serait prête à cette extrême liberté que vous prenez, Fergan? La liberté n'est pas infaillible, ne l'est jamais, mais pour moi, ce n'est pas un prétexte pour l'annihiler. C'est comme la bourse, vous savez, voilà, il y a des gens qui font des erreurs d'investissement, mais aussi le marché, c'est ça, c'est un processus d'essai et d'erreur, et je crois qu'il faut l'accepter. Mais de manière générale, vous savez, je pense que dans un marché libre des monnaies, spontanément, les gens vont, à mon avis, avoir tendance à se précipiter vers les actifs les plus fiables. De la même manière qu'en bourse, personne ne se précipite vers des actions qui passent leur temps à chuter. Eh bien, moi, je fais le pari que dans un marché libre de la monnaie, les épargnants préféreront des monnaies stables aux monnaies défaillantes. Et donc, dans cet univers crypto, vous pensez que le Bitcoin sortira gagnant de ce qui est en train d'arriver à la finance décentralisée? Moi, je pense en effet qu'il y a une purge qui est salutaire, parce que je pense en effet que parmi les centaines, les milliers de cryptos qui circulent, les cryptos de qualité se comptent sur les doigts d'une main. Et ça, je crois aussi que c'est la responsabilité des influenceurs et des experts de ces cryptos de le dire. Et si demain le Bitcoin, finalement, sort gagnant de cette purge, c'est une bonne chose, parce que ça permettra aussi de redonner de la visibilité, de la clarté, de la crédibilité à un secteur qui recèle d'heureuses promesses, mais aussi dans lequel il y a parfois des choses un peu déconcertantes. Bon, c'est le moment de vous mettre à nu, Fergan. Vous êtes un Bitcoin maximaliste. Oui, on peut dire ça. Grégory aussi, vous êtes Bitcoin maximaliste? Non, moi, je suis très neutre. Vous êtes très neutre, oui, vous êtes très suisse. Je suis très journaliste surtout. Très objectif. Carte de presse first. Bien sûr. Bon, et de l'inflation et du Bitcoin, qui gagnera? Parce qu'on a beaucoup entendu, le Bitcoin, c'est un refuge, ce sera un refuge contre l'inflation. On est en inflation, le Bitcoin recule. Non, à court terme, c'est sûr que le Bitcoin n'est pas un refuge contre l'inflation. Mais à long terme, bien sûr que si. À chaque fois, il faut dézoomer. Et le Bitcoin s'apprécie, mais inexorablement. Et l'inflation monte, inexorablement aussi, mais le Bitcoin, plus, si vous voulez. Pas pour l'instant. Oui, mais dézoomons. Bon, d'accord. Je pense qu'il faut aussi en effet dissocier le cours du long terme. Il faut garder à l'esprit que le Bitcoin aujourd'hui, c'est encore un marché de niche, et donc ce marché de niche effectivement est très instable et très volatile. Le pari de la plupart des partisans de cette monnaie, c'est que ce marché va se démocratiser petit à petit, mais c'est comme tout, vous savez, quand le billet de banque est apparu en Europe au cours du XVIIe siècle, il ne s'est pas imposé du jour au lendemain. Il a fallu des années, des décennies pour que ce qui est aujourd'hui un instrument de paiement évident devienne crédible dans la tête des gens. Et je pense que pour les crypto-monnaies comme le Bitcoin, ce sera finalement la même chose. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le club BFM Crypto, chaque jour sur BFM Business, aux alentours de 16h30. Fergan Aziari, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Grégory Raymond, qui nous accompagne chaque lundi. Merci à vous, Grégory, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale. Ça marche bien? Combien d'abonnés, là, Grégory? Plus de 10 000. Plus de 10 000. Ça monte. Oui. Plus que le Bitcoin. Un peu plus, c'est vrai. Mais vous savez qu'il faut dézoomer, attention. Exactement. Regarder les choses sur le long terme, Grégory. Pas se fier à la tendance court terme. À tous les deux, un grand merci. Dans un instant, on va se brancher au marché financier. La séance du jour, pas brillante. Le CAC 40 aussi recule très nettement comme Wall Street. On est en baisse de plus de 3% sur les indices américains. On va en parler juste après la pause, dans moins de 2 minutes. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.